pas trop bien. Alors, ils le vivent comme quelqu'un qui est passionné ou intéressé par quelque chose et qui se trouve frustré. Ils sont très frustrés au niveau du temps. Tous ceux que j'ai pu interroger, que ce soit ceux qui utilisent déjà la vidéo ou les autres qui pensent qu'il y a un besoin, quelque chose à assurer, ils disent tous que malheureusement ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas, alors pas pour ceux que tu dis qui eux s'y connaissent à titre personnel en vidéo, mais les autres disent qu'ils n'ont pas de formation. Et ils disent aussi que quand cette formation leur est donnée, en fait, elle est trop compliquée, elle est inadaptée pour une classe. Donc ce que souhaiteraient, c'est d'avoir des plages de temps pour une activité qui demande du temps, qui est longue. Hein. Entreprendre, moi je ne parle pas de mes interventions à moi qui n'ont pas du tout consisté à utiliser du matériel vidéo en classe. Hein. Moi c'était simplement leur montrer des petites séquences de films et y réfléchir, simplement. Je leur ai fait produire une séquence filmée, mais moi j'ai impliqué les familles, je leur ai demandé de le faire dans le cadre familial, par petits groupes, en leur demandant d'utiliser la caméra d'un papa, tu vois, tout simplement. C'était le papa qui était caméraman, et en fait, ils ont fait plusieurs petits films sur une pub qui était bien sympa. Hein. Donc je ne l'ai pas fait faire dans le cadre de la classe, mais j'admets qu'avec un effectif de quasiment 30 gamins, c'est très difficile de faire une activité comme ça. Donc il y aurait certainement du temps à dégager. C'est pour ça que moi j'arrête pas de seriner qu'il faut s'attaquer à ces programmes qui sont d'une lourdeur effarante et qui empêchent tout un tas d'autres activités. Et il faut là effectivement dans ces circonstances-là soit qu'il y ait un animateur quelqu'un qui vienne aider le prof dans cette activité, ou alors qui travaille avec des petits groupes. Enfin bon, moi j'ai travaillé avec une classe complète, mais c'était encore très au niveau scolaire, puisqu'il s'agissait d'un échange verbal entre eux et moi. On a fonctionné scolairement. Ils levaient le doigt, j'interrogeais ceux qui levaient le doigt, même si ceux qui le levaient timidement, pour pas toujours faire parler les mêmes bien sûr. Donc moi c'est resté quand même dans une relation très scolaire. Mais par contre on n'a pas fait du tout du scolaire. Je suis jamais venue avec mon cours tout prêt. J'ai toujours travaillé sur ce que les enfants disaient qu'ils voyaient de la cassette que je leur montrais. Donc ils peuvent dire un tas de choses très intéressantes. Voilà. Donc de scolaire dans ma démarche, il n'y avait que le cadre, quoi. Et c'est sûr que pour produire une vidéo dans le cadre d'une classe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en général, ils sont frustrés, j'ai envie de dire. Et ils sont frustrés aussi parce qu'il existe une loi complètement stupide qui est qu'on ne peut pas... On n'a pas le droit d'enregistrer n'importe quelle émission ou bout d'émission ou leur passer un bout de film à partir du moment, tout ça on peut le faire dans un lieu privé, c'est-à-dire dans la famille, mais l'école, une salle de classe étant considérée comme un lieu public, on n'a théoriquement pas le droit, sauf pour certaines rares émissions, alors celles qui sont vendues très cher par les CRDP, mais ça c'est aussi un handicap. Et je crois qu'à la télé, il y a une seule émission qui a donné ce droit-là, c'est pas sorcier. D'ailleurs, c'est très bien, c'est une très très bonne émission. Et franchement, moi je trouve que c'est idiot de la part des autres. Par exemple, Nicolas Hulot, il en fait des émissions qui pourraient être très intéressantes, tout à fait utilisées dans une classe. Et ça ferait une pub super à son émission, une pub gratuite, tu vois, parce que les enfants, ils découvriraient ces émissions-là, ils en parleraient, si ça leur plaît, ils les regarderaient le soir à la télé, dans la famille, tu vois. Alors, ça les regarde, mais franchement, je trouve ça stupide de la part de tout le monde. Certainement, je veux dire, il y a eu d'autres auteurs pour appeler le phénomène télévisuel, pour appeler téléprosaque, pour justement éviter de se poser des questions. Il y a un tas de phénomènes qui se passent devant la télévision. Un phénomène donc d'endormissement, de fascination, tout ça qui fait qu'on est un petit peu dans un état second. Il y a le bain collectif, il y a le bain émotionnel, il y a... Alors,
On l'appelle téléprosaque. Il y en a d'autres qui ont dit que ça remplaçait la messe, hein, que quelque part que ça avait une fonction de religion justement à travers cette espèce de bain collectif autour d'un autel avec un rite régulièrement célébré. Tout ça c'est juste, hein, ça a une fonction sociale très importante qui remplace, moi je pense que c'est assez exact, la fonction religieuse et toutes ces choses-là. La fonction religieuse qui a pu elle aussi être comparée à... c'est Marx qui a dit que la religion c'était l'opium du peuple. Maintenant c'est plus la religion, c'est la télé. Effectivement, tout à fait. Tout à fait, bon voilà. On peut ne pas s'en accommoder. Hein. Il me vient à l'esprit une autre approche, Marthe. Oui. Justement la télévision. Grâce, excuse-moi, je dis grâce entre guillemets, à la télévision, on peut traverser et le temps et l'espace. Je m'explique, Marthe. C'est-à-dire, on est ici éventuellement à Aiguière. Et éventuellement, si on était à la télévision, on pourrait passer en Chine, dans le temps, en même temps. Oui. Mais avec les décalages horaires, on traverse aussi le temps. Oui, donc on traverse l'espace, on traverse le temps. Oui. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que tu en penses, Marthe? Ton opinion personnelle? Ça me fait rien. Je pense que c'est intéressant. Dangereux... A priori, je ne vois pas en quoi ça pourrait être dangereux. Je crois que ça... Non, j'ai envie de dire que ça pourrait plutôt être intéressant. Bon, mais ça, c'est la télé, c'est aussi tous les médias hein, qui ont ce facteur-là. Ça a été développé par McLuhan, de faire traverser, comme tu dis, le temps et l'espace. Ça fait partie justement des nouvelles données culturelles dont il faut s'accommoder. Comme on s'était accommodé à la voiture, on a appris aux gens à conduire. On n'a pas lâché tous ces gens avec des machins qui vont à 120 à l'heure sans leur apprendre un minimum pour s'en servir. Et bien voilà, moi je répète que pour la télé c'est pareil, c'est un nouvel outil. Donc il y a nécessité d'apprendre aux gens à s'en servir. Oserais-je te dire, Marthe, qu'il n'y a pas un permis de conduire à la télévision? On n'est pas sanctionné si on connaît un abus, hélas. Et oui, malheureusement, tout à fait. Tout à fait. Alors bon, il ne s'agit pas de sanctionner puisque c'est un outil culturel, mais c'est plus comparable à un autre outil culturel qui est le livre. Mais je répète qu'on apprend aux gens et aux enfants, et ça a été considéré comme un grand progrès social que cet apprentissage-là soit gratuit, obligatoire, etc. etc. Et j'arrive pas à comprendre que depuis que la télévision a été inventée et son impact reconnu, que les éducateurs n'aient pas encore attaqué ce problème-là. Ça me dépasse. Voilà. Viens là. Rusé, viens. Comment viens. Voilà. Viens là, mon petit. Voilà. Okay. Alors. L'opium du peuple. Oui. C'est très politique. Ah oui. La télévision, c'est un outil politique. Absolument, oui. Pendant que les gens sont fascinés par une image, oui. Ils ne pensent pas réfléchir sur leur sort. Tout à fait. C'est intéressant d'endormir les gens. C'est vrai que comme les publicitaires savent très bien utiliser l'image en elle-même, il y a des personnes, des programmateurs, qui par exemple savent bien programmer. Bon, ils le font techniquement, mais ils le font aussi politiquement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de différent? Ben oui, c'est peut-être bien d'ailleurs. Mais ça m'étonne que les enseignants rentrent dans ce jeu. Là, je ne comprends pas. J'allais dire, c'est peut-être bien d'ailleurs, pour cette raison politique-là, qu'il y a des résistances de la part de la société à, si tu veux, pour dire vite, à rendre les gens plus intelligents devant cet objet-là. Donc à le maîtriser, donc
a cessé d'être manipulé par lui. Alors que tous ceux qui ont un intérêt direct, c'est-à-dire les marchands, les commerçants, qui font de la pub et qui vendent les images et d'autres choses, et les politiques freinent pour cette éducation, je le comprends parfaitement. Ça me semble dans la logique justement de ce que tu dis, d'une politique qui préfère avoir un bon troupeau de moutons que des gens un petit peu plus critiques et un peu plus avertis. Mais que les enseignants marchent aussi dans ce freinage-là, alors là, je dois admettre que je ne comprends pas. Là, ça me débecte. L'esprit critique, c'est parce que devra apporter l'école, avoir à l'esprit critique une tête, plutôt qu'une tête bien pleine, hélas, une tête bien faite, avoir l'esprit critique. Ben oui. Alors ce qui est très rigolo, c'est que quand tu parles avec des enseignants, tout le monde est d'accord, tout le monde le dit. Mais en attendant, dès qu'il s'agit de changer quelque chose à l'objectif actuel qui est la tête bien pleine, il n'y a pas d'autre objectif à l'école actuellement, alors là il n'y a plus personne, ils ne veulent rien changer. Voilà. Moi je répète que j'ai du mal à comprendre, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des représailles éventuellement? Est-ce que ça pourrait faire perdre l'emploi à un enseignant éventuellement s'il ne souhaitait pas faire comme il doit le faire? Est-ce que c'est pas peut-être ce problème de peur qui font que ça marche que comme ça marche? Non, je pense pas, parce que je pense qu'ils ont quand même une certaine liberté. Bon, même si les programmes, il y a le programme à suivre, censément à boucler. Bon, les enseignants qui ont envie, surtout au niveau méthode, ils ont une certaine liberté, hein, qui ont envie d'enseigner différemment, le peuvent. Donc ils peuvent quand même, il y en a qui arrivent à faire de la vidéo, à faire ci et ça. Il y a les projets, je crois que ça s'appelle PAE ou PEA, je ne sais plus. Bon, tu as des projets d'école. La liberté, ils l'ont. Hein, le plus grand handicap, je maintiens que c'est le programme. Et cette obligation-là, via les parents. Parce que c'est vrai que les parents vivent aussi très mal quand les enseignants leur donnent l'impression de ne pas en faire ingurgiter assez à leurs enfants. Mais ça, il faudrait justement qu'il y ait une vraie politique au niveau national, au niveau de l'éducation nationale. Hein. Je veux dire, que les parents soient conformistes, moi je l'admets mieux de la part des parents qui ont l'angoisse que leur enfant ne réussisse pas, plutôt que de la part des enseignants. Hein. Parce qu'il est clair que les parents, ils n'ont pas les mêmes moyens d'analyse, de savoir justement, je ne sais pas, de réfléchir en termes d'objectifs, etc., etc. Bon, ils sont pas mal coincés, les parents. Hein. Mais les enseignants, non, ils n'ont pas d'excuses. Moi, je pense qu'ils n'ont pas d'excuses à pas plus réfléchir, ou pas mieux réfléchir, parce qu'ils croient qu'ils réfléchissent beaucoup, mais bon, je pense qu'ils tournent beaucoup en rond aussi dans leur réflexion. Alors. Oui, Marthe. Oui, Gary, attends, pousse-toi. Le magnétoscope. Oui. C'est un outil intéressant. Oui, tout à fait. C'est un outil qui libère de ce que tu disais tout à l'heure, du rythme effréné de la télévision. Ça te libère de l'obligation de te trouver à l'heure H pour regarder l'émission qui va t'intéresser. Si tu n'as pas le temps à ce moment-là, tu l'enregistres, tu la regardes à l'heure qui te convient. Tu peux repasser 3 fois, 10 fois, 100 fois la même séquence. Le magnétoscope est l'outil qui libère des contraintes de la télévision, tout à fait. Qui permet d'utiliser la télévision différemment avec cette marge de liberté. Mais en même temps, je suppose que le magnétoscope est un bon outil pour l'apprentissage de la télévision, de l'apprentissage de l'image elle-même. Bien sûr, bien sûr. Moi je dis c'est l'outil nécessaire à l'apprentissage de l'image. Parce que pour apprendre l'image, il faut d'abord apprendre la perception, justement, hein, l'exercice de la perception. Et ça, comme tout apprentissage, ça demande de pouvoir répéter l'exercice. Et tu peux le répéter qu'avec un outil qui te permet de répéter. Donc le magnétoscope. Nous, nos petites séquences, on a que de 10 minutes. On a rarement revu intégralement les 10 minutes. Mais de temps en temps, un enfant avait vu ça et pas l'autre, etc. On vérifiait. Hein?
Donc le magnétoscope te permet ça. Des fois on a revu la séquence entière, mais c'était assez rare. Mais ça te permet d'aller chercher un détail, une information mal perçue dans l'échange justement de groupe. Donc après on se met d'accord, ah oui tiens, il est bien passé ça, etc. Voilà.